Edoui Plenel est avec nous en direct ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être là, président et cofondateur de Mediapart, évidemment, et auteur, je le montre, de cet appel à la vigilance aux éditions de La Découverte. Vigilance face à la montée de l'extrême droite, face à la banalisation du discours xénophobe, vigilance face à ce que vous appelez la fascisation accélérée, qui aurait cours en France aujourd'hui. On va en parler évidemment longuement tous ensemble. Vous avez face à vous Roselyne Bachelot, Christophe Barbier et Antonin André qui nous rejoint à l'instant. Je voulais qu'on parle aussi évidemment de l'actualité de ces dernières heures et de ces derniers jours avant d'en venir au livre, avec un gouvernement qui tente de chercher la parade, notamment face aux casseurs. Une loi anti-casseurs, une nouvelle loi en réflexion. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, y réfléchit. Faut-il une nouvelle loi anti-casseurs ? En tous les cas, on y réfléchit et je rencontre vendredi le ministre de l'Intérieur, on va travailler ensemble. En ce qui me concerne, j'ai pris des dispositions, elles ont été votées d'ailleurs, pour que la réponse pénale soit plus ferme chaque fois que l'on s'en prend à un policier. Parce que s'en prendre à un policier ou à un gendarme, c'est s'en prendre à la République et à la démocratie. Edoui Plenel, faut-il empêcher les casseurs connus des services de police de participer à des manifestations? Et peut-on le faire? C'est très curieux l'agenda de ce gouvernement. Ces derniers jours, il y a 2 personnes qui représentent des autorités indépendantes, qui ne sont pas du tout des opposantes, qui ont été nommées, choisies par Emmanuel Macron et par Éric Dupond-Moretti, la contrôleuse des lieux de privation de liberté. Qu'on entendra dans un instant. Bien sûr, et la défenseur des droits. Et toutes 2 ont déclaré, vous l'avez entendu, ont rendu des rapports aujourd'hui même pour l'une, pour s'inquiéter. Et s'inquiéter de l'état de droit dans notre pays. De la façon dont l'état de droit est malmené, non pas par les casseurs, mais par le pouvoir actuel. L'état de droit n'est pas malmené par les casseurs? Mais excusez-moi, Christophe Barbier, nous ne sommes pas en train de faire des polémiques. Je suis en train de simplement résumer ce que disent 2 personnes très respectables, qui sont des autorités indépendantes, qui les documentent. Dans le cas de Madame Simoneau, elle raconte comment des gens sont mis en garde à vue, ce qui est illégal, mais ça, simplement pour les empêcher. Non, mais attendez, excusez-moi, c'est la question. On va en parler, excusez-moi, il peut y avoir les deux. Il peut y avoir ce sujet-là, et on démarrer sur les casseurs. Je vous réponds, c'est quelle est la question de la priorité? La priorité, aujourd'hui, est-elle d'arrêter de violenter la démocratie française, de la brutaliser, de ne pas avoir de précautions? Comme l'a dit même M. Macron dans un mot que j'ai commenté sur Mediapart, il a dit « je n'ai pas de scrupules ». Je n'ai pas de scrupules après le 49-3. Le scrupule, c'est protéger la démocratie. La démocratie, c'est fragile. Et les premiers qui doivent la protéger, c'est ceux qui en ont la charge. Et donc, je vous redis, cette histoire de loi anti-casseurs, c'est très étonnant. J'ai vu aujourd'hui que dans les bruits des gouvernements, on parlait de mettre un délit sur la construction de barricades. La construction de barricades. Nous sommes en France. Il y a eu des barricades qui ont fait la République française. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que toutes ces violences qui sont condamnables, qui sont discutables, elles viennent, excusez-moi, elles viennent aussi du mépris du peuple français, de la façon dont il est humilié depuis plusieurs mois. Et donc, je réponds de cette manière-là pour vous dire, vous voyez comment la boucle, tout de suite, depuis 48 heures, le seul débat, c'est les casseurs. Non, c'est pas le seul débat. Pardon, je vais laisser la parole. Ça a été votre première question. Ça n'est pas le seul débat. Oui, c'est ma première question parce qu'il y a des images. Il y a des images qui ont choqué Edoui Plenel. Mais pas la différence entre des images qui ont choqué. La défenseur des droits. Mais on va y venir. Il y a les deux. Je suis d'accord que j'ai démarré. Pardon, j'ai choisi de démarrer par là. Aujourd'hui même, la contrôleuse des lieux de liberté. Aucun problème. Je vous parle. Nous faisons le même métier. Oui. La question, c'est qu'est-ce qu'on met en tête? Oui, mais vous ne répondez pas. Moi, je vous dis, je ne suis pas un politique en train de vous répondre comme un politique, je vous réponds comme un journaliste. Donc moi, je vous réponds comme journaliste que ce que je mets en tête aujourd'hui même, dans l'actualité du jour, parce que les casseurs dont vous me parlez, c'était lundi, c'est la contrôleuse des lieux de liberté qui raconte que des gens, excusez-moi, je termine la phrase, que des gens sont interpellés pour les empêcher de manifester. La garde à vue, c'est violent. Qu'ils sont palpés, y compris à nu. C'est-à-dire
avec quelque chose qui violente leur corps. Cette contrôleuse des libertés, vous lirez son interview. C'est une ancienne journaliste. Elle était sur BFM TV tout à l'heure. Simoneau. Elle était sur BFM TV tout à l'heure. C'est pour ça que je voulais vous mettre. Elle était sur BFM TV. Vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça. Vous pouvez pas vous en tirer comme ça. Me tirer de quoi? Non. Je suis Laissez-moi aller au bout. Vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça. Il y a des manifestations, il y a probablement effectivement des mesures qui sont prises qui sont parfois excessives. La question qui se pose, c'est est-ce que les Black Blocs, les gens qui viennent par milliers, notamment de pays européens, qui viennent aujourd'hui pour mettre à mal la République et la démocratie dont vous faites le défenseur, est-ce que ces gens-là, il faut se donner aujourd'hui les moyens de les neutraliser, ou est-ce que vous considérez que après tout, ils sont aussi dans leur bon droit et qu'on ne peut pas les neutraliser et qu'il faut les laisser mettre à mal les forces de police. Je vous réponds, et c'est mon droit. Je suis journaliste. Notre métier, c'est choisir des informations et décider quelles sont les plus importantes. Aujourd'hui, pour moi, les plus importantes, c'est la façon, c'est la façon dont le pouvoir. Mais attendez, je suis quoi? Je suis un représentant de la politique. Vous avez votre priorité. Qu'est-ce que c'est ça? Edoui, vous avez votre priorité de ligne éditoriale. Et en effet, on hiérarchise l'information quand on est à la tête d'un média. Mais ça ne veut pas dire qu'on élimine tout ce qui n'est pas en tête de gondole. Si votre tête de gondole, c'est de dire la police se comporte mal, on peut le comprendre. Vous vendez ça avec Mediapart. Mais dites aussi que derrière, il y a un deuxième sujet. Mais excusez-moi, vous regardez ce qui s'est passé? Vous regardez la réalité? Bien sûr, mais c'est très important. D'ailleurs, BFM a beaucoup parlé de ça. Je vends ça. Je suis venu pourquoi là? Alors, pourquoi vous ne traitez pas le deuxième sujet? Excusez-moi. On a bien connu votre priorité, mais votre deuxième sujet. Vous m'interpellez comme si j'étais un politique qui venait... Non, je viens pour un livre. Vous m'avez invité pour un livre. Oui, il est là. On va en parler, vous inquiétez pas. On va parler. Parlons de ce qu'il y a sur Mediapart. Dans votre livre, il y a un très beau passage à la fin de votre livre sur le scrupule, justement, que vous citiez pour Macron. Scrupulus, la petite pierre. Ce grain de sable dont vous voulez qu'il bloque la mécanique fascisante qui est à l'œuvre aujourd'hui. Très, très beau passage. Est-ce que vous avez ce scrupule qui peut vous dire, je vais mettre mon grain de sable, mon scrupule, pour que les Black Blocs arrêtent de jeter des cocktails Molotov qui incendient les policiers? Excusez-moi. Là, encore une fois, Dominique Simoneau, dans l'interview qu'elle fait à Mediapart. C'est pas le sujet. Mais votre scrupule. Mais non, mais je vous réponds. Bon, elle dit. Mais je vous réponds que la défenseur des droits, elle ne pose pas le problème des Black Blocs, elle pose le problème de ce que le président de la République a prétendu que ça n'existait pas, les violences policières. Vous posez le problème des Black Blocs. Je vous dis que vous êtes dans un agenda qui est tout à fait un agenda gouvernemental. Mais si, on a parlé des deux. J'arrive sur ce plateau. Nous avons une manifestation qui a eu lieu il y a 48 heures. Et vous, votre première question, Monsieur Plenel, les Black Blocs, est-ce que vous les condamnez? Eh bien, moi, je vous réponds qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays où il y a un pouvoir politique qui brutalise la société, qui brutalise ceux qui exercent un droit fondamental, le droit de manifester, qui donne des consignes, parce que j'ai été rubricaire police, et le maintien de l'ordre, c'est une discipline politique. Vous avez vu comment le maintien de l'ordre a changé à partir du 49-3. Vous avez vu comment la virulence des policiers s'est traduite par des Black Blocs sont arrivés aussi. Donc, pour moi... C'est la poule et l'œuf, non? Les policiers protègent aussi les cortèges des manifestations. Le maintien de l'ordre de Plenel, ce sont aussi des hommes. Ce sont aussi des hommes. Oui, bien sûr. Qui sont fatigués. À cause des consignes. Ils sont fatigués parce qu'ils sont sur le pont. Et qu'on a entendu aussi sur BFM TV. Je voudrais qu'on les entende ensemble. CRS, en première ligne face aux casseurs. Le gouvernement réfléchit aujourd'hui à une nouvelle loi. C'est pour ça qu'on en parle. Je voudrais qu'on entende ces CRS, qu'on en parle juste après. On a vu une violence inouïe, extrême. En 22 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. On ne veut plus servir de chair à canon pour 40 € par jour de frais de déplacement et une moyenne de 2 000 € de salaire par mois. Pour moi, c'est pas audible. On arrive à un épuisement certain. Et il faut que notre hiérarchie en prenne conscience. Vraiment. Mais néanmoins, oui, on a l'impression de participer comme un dernier rempart vis-à-vis des institutions. Quand vous entendez ces témoignages-là, Edouard Plenel, de CRS qui disent on a le sentiment d'être les derniers remparts pour les institutions, comment est-ce que vous accueillez ces mots-là? Avec quelle inquiétude vous les accueillez? Je vous redis ma réponse. J'ai une grande inquiétude sur un président qui a été élu pour faire barrage,
faire barrage à des violences, faire barrage à des virulences, faire barrage à des haines, et qui lui-même chauffe à blanc le pays. Quand vous dites qu'est-ce qui protège, quel est le dernier barrage d'une démocratie, le pouvoir parlementaire, par exemple. Tout le monde le sait, cette réforme sur les retraites n'a pas été votée. On a empêché le vote du Parlement parce qu'il allait être perdu. Donc, bien sûr qu'il y a des colères. Bien sûr qu'il y a des policiers qui sont mis en première ligne de ces colères. Bien sûr qu'il y a une expression de ces colères. Et je rappellerai ce fait historique que nos conquêtes démocratiques, nos conquêtes républicaines ont été faites aussi par des colères. Elles ont été faites. La Bastille, ça a fait très très peur. Il y a même eu des lynchages. Les barricades des Trois Glorieuses, 1848, les journées de février avec Baudelaire. Enfin bref, c'est notre histoire. Donc qu'est-ce que je vous dis ? Je vous dis que vous avez sous les yeux, c'est vraiment énorme votre questionnement de ce soir. Vous avez sous les yeux depuis plusieurs mois un pouvoir qui s'entête face à la majorité du pays, face aux autorités indépendantes, face aux parlementaires, face à une unité syndicale d'un calme extraordinaire, d'une démonstration de force de la CFTC à Sud comme on n'a jamais vu, des manifestations massives, populaires. Et vous, ça fait très très longtemps que je ne suis pas venu sur votre télévision, et votre première question, face à un journal indépendant qui documente tout cela, votre première question, c'est « Et les violences contre les policiers, qu'est-ce que vous en dites ? Qu'est-ce que vous en faites ?» tout. Non, mais on documente tout dans ces cas-là de PNL. On documente ça et on documente aussi... Tout le monde a bien compris. Juste une chose, Roselyne, avant, je parle en termes de mise en scène de l'information. Pour documenter les choses. De mise en scène de l'information ici même sur ce plateau. Deux côtés, Edouard Plenel, et de manière je rappelle que vous m'aviez invité pour ça. Et évidemment. Les policiers, vous êtes avec eux, vous êtes de vous inquiétez pas, on va en parler de Plenel. Juste une chose, vous parlez de documenter. On a documenté aujourd'hui. On a sorti, nous, ce chiffre aujourd'hui sur BFM TV. 44% de classement sans suite pour les gardés à vue du 1er mai. 44% de classement sans suite. Ce qui pose évidemment un problème. Excusez-moi, mais expliquez même ce que vous voulez dire. Quand on garde à vue quelqu'un dans la loi, c'est parce qu'on a des faits à lui reprocher. Ce qui est documenté aujourd'hui, qui avait été pratiqué au moment des Gilets jaunes et qui est totalement contraire à l'état de droit et qui crée du ressentiment et donc aussi une jeunesse qui du coup peut se dire qu'elle est légitime à être violente. Qu'est-ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'on met en garde à vue, dans des lieux infects, insanes, des gens uniquement pour les empêcher d'exercer un droit. Et du coup, même les policiers, on le raconte dans Mediapart aujourd'hui, disent à leurs collègues « Mais pourquoi tu me les as amenés, ceux-là ? Qu'est-ce que c'est, ceux-là » C'est ce que dit Dominique Quand je Simoneau. dis « Je suis rubricard police », c'est moi qui ai documenté, quand j'étais rubricard police, le tandem qui a été au cœur des voltigeurs, donc de la mort de Malik Oussekine. Nous avons obtenu par nos révélations la fin de ces unités. Comme vous le savez aujourd'hui, il y a les Braves, qui sont des unités très dangereuses, qui sont des unités qui font très très peur, et qui sont des unités qui montrent cette pratique de très grande violence, qui n'est pas, encore une fois, une violence des policiers, qui est une violence de la façon dont ce pouvoir se met dans une barricade à la fois institutionnelle et à la fois policière contre la population, contre l'expression, encore une fois, d'un droit fondamental. Monsieur Plenel, vous signalez... à juste titre, des dérives, des faits qu'il faut combattre, les menaces sur les démocraties, sur notre démocratie. On va en parler tout à l'heure avec votre livre sur ces mécanismes de fascisation. Mais il y a aussi, on le voit bien, des groupes qui essaient d'attaquer la démocratie. Et vous avez souligné à juste titre le front syndical, la responsabilité qu'ils avaient eue dans ces manifestations qui ont été bien tenues et qui se sont déroulées de façon, je dirais, presque familiale. Et à juste titre, on l'a souligné dans un esprit de responsabilité. Mais finalement, ces groupes violents
je refuse d'ailleurs le terme de Black Bloc, je trouve pas adapté. Ces groupes violents viennent aussi attaquer votre discours. Et c'est en ça que votre discours est la responsabilité de ces groupes. Et je trouve que vous devriez vous sentir attaqué par eux. Roselyne Blachot, quand il y a eu toujours un sentiment d'injustice dans notre pays, il y a toujours eu des violences. Simplement, en face, il y a l'attitude, ou non, de pouvoirs politiques, de responsables, qui alimentent ou non ce cycle. Vous avez une vision trop manichéenne des choses. Je vous réponds très factuellement. Oui, mais... Au petit matin des journées de mai 68, la rue Gay-Lussac était pleine de voitures brûlées. Les barricades étaient monstrueuses, immenses. Oui. Je vous raconte des choses. Vous répondez, oui, mais je les connais. Et qu'est-ce qu'il y a eu ce jour-là? Vous répondez pas. Mais je vous réponds, si, en faisant notre histoire. Parce que, sincèrement, personne n'est dupe. Nous sommes dans une chaîne d'infos en continu qui, depuis 48 heures, ne parle que de ça. Comme ce soir, en sur le plateau. Je ne suis pas venu pour ça. Donc je ne sais pas pourquoi vous me parlez de ça. Donc c'est bien que c'est votre agenda. L'histoire ne se répète pas toujours. Ce que je vous dis, mais 68 n'est pas forcément ce que je vous dis, c'est qu'à ce moment-là, il y a eu un préfet de police. Il s'appelait Maurice Grimaud. Il a fait une adresse aux forces de police en disant « frapper un manifestant à terre, c'est se frapper soi-même ». Nous avons aujourd'hui, je le redis, depuis pratiquement 6 ans, ça a été le cas au moment des Gilets jaunes, ça a été le cas au moment de toutes les contestations possibles, un pouvoir qui, au lieu d'admettre la contestation, d'admettre la critique, d'admettre les contre-pouvoirs, même de respecter les syndicats. Regardez comment M. Macron s'est comporté à l'égard du responsable de la CFDT, M. Laurent Berger, qui a un pouvoir qui humilie le pays, qui humilie le peuple, qui humilie la diversité de son expression. Et donc, bien sûr que cela provoque des violences, bien sûr que cela crée des violences. Qu'il y ait une colère populaire qui déborde et qu'en effet, ça pousse à la violence. Et on l'a vu avec les Gilets jaunes, des gens qui sont désespérés. Pourquoi pas? Et en effet, notre histoire est remplie de cela. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui n'en ont rien à faire de la réforme des retraites, qui sont des petits bourgeois diplômés qui gagnent bien leur vie, et qui veulent casser du fric. Attendez, vous avez été sur le terrain. Il y a eu un livre sur les Black Blocs qui vient de paraître, qui les décrit très bien. Là aussi, c'est documenté. C'est pas documenté par moi, c'est documenté par un chercheur qui a fait un livre. Que la journée du 1er mai ait eu comme événement les Black Blocs pour moi. Elle a eu un événement. Vous vous rendez compte, encore une fois, de l'agenda. Nous avons eu le plus gros 1er mai depuis des années. Nous avons traité, mais en mai 68, on n'incendiait pas les policiers. Il y avait le procès Grimaud d'un côté, et il y avait de l'autre côté des gens qui incendiaient des voitures, mais pas les policiers à coups de cocktail Molotov. Nous avons eu un 1er mai massif. Nous avons eu des manifestations dans toutes les villes de France les plus importantes. Nous avons eu des rassemblements tout à fait... parce que les Black Blocs, c'est 1 ou 2 incidents à Paris, selon... À Lyon aussi, à Nantes, à Rennes, à Angers. Edoui, ouvrez les yeux sur une violence qui dessert votre cause. C'est votre cause. Sincèrement. Qui dessert ou qui sert sa cause. Je ne sais pas. Je vous fais la défense du peuple. Vous défendez le peuple. Mais vous défendez quoi? Et vous défendez quoi? Nous aussi. Mais vous le faites d'une manière qui est particulièrement active depuis des années. Cette frange d'ultra-violents, on les a vus à Sainte-Soline, on les voyait. Cette frange-là, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'elle trahit votre cause, qu'elle nuit à votre cause, en jetant notamment des tas de gens vers des solutions ultra-droitières? Mais à Sainte-Soline, excusez-moi, nous l'avons documenté, y compris en vidéo, y compris entre gendarmes. À Sainte-Soline, c'est les consignes du maintien de l'ordre qui ont provoqué le désordre. Ah bah bien sûr, les pluies de cailloux, c'est parce qu'il y avait des gendarmes. Lisez Mediapart. Bon, on avance pour glisser vers votre appel à la vigilance, Edouard Plenel. Il y a aujourd'hui, Conseil des ministres ce mercredi matin, cette phrase d'Emmanuel Macron et qui rejoint en partie la problématique de votre livre. Emmanuel Macron qui explique « Les insoumis font la courte échelle au RN, les factieux nourrissent les factions ». Est-ce que vous avez le sentiment que de par leur comportement, leur déclaration, la gauche de la gauche, les insoumis peuvent aussi favoriser l'émergence, favoriser l'émergence de l'extrême droite et
faire la courte échelle, comme le dit le président, à l'extrême droite. Ce qui favorise l'extrême droite, et c'est le propos de mon livre, c'est y compris une interpellation de notre métier et de l'espace public, c'est la banalisation, non pas de l'extrême droite partisane, de ses représentants, mais de certains mots. La banalisation d'une idéologie de l'extrême droite, qui est la haine de l'égalité naturelle, de ce qui nous fonde. L'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme. Nous naissons, les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité. En dignité et en droit, dit même la Déclaration universelle. Et donc, il y a un vrai problème français dont nous sommes tous comptables et auquel ce pouvoir ne donne pas un coup d'arrêt, via des chaînes de radio, des chaînes de télévision, des talk-shows très divers, et jusqu'au service public, où ces idées antidémocratiques ont pignon sur rue. Ça, c'est le propos du livre, et c'est mon alerte. Deuxièmement, la courte échelle à l'extrême droite, c'est une expression que j'ai utilisée il y a quelques semaines, et peut-être que M. Macron ou Mme Borne lisent Mediapart, et essaye de faire cette petite prise de judo communicationnelle en reprenant cette formule. Le barrage est devenu une courte échelle. Nous avons un pouvoir qui, de manière très explicite, a décidé de diaboliser son opposition de gauche dans sa diversité, dans sa pluralité. Je rappelle que Mme Elisabeth Borne, elle a commencé où ? Dans des ministères, au cabinet de Lionel Jospin, quand M. Mélenchon était secrétaire d'État à l'enseignement professionnel. Il n'était pas un factieux. Je rappelle que son directeur de cabinet a été longtemps militant communiste. Ils savent ce qu'est la gauche, dans sa diversité, dans sa pluralité. La gauche, ce n'est pas Mélenchon. La gauche, c'est un groupe parlementaire où il y a Mme Autain qui a débattu avec M. Cazeneuve. Oui, mais il y a des communes. Excusez-moi. Oui, mais attendez, il faut aussi qu'on vous interroge sur ce que vous dites et rebondir sur ce que vous dites. Là, l'attaque d'Emmanuel Macron, elle est destinée non pas à la gauche, mais à la France insoumise. Vous poserez la question à M. Mélenchon si vous le voulez. Moi, je vous fais ma réponse. C'est la communication de ce pouvoir d'essayer de sortir de sa propre situation en diabolisant ses oppositions de gauche. C'était ce que j'étais en train de vous expliquer. Il a une opposition de gauche parlementaire. Il décide de la transformer en factieux, en ennemi de la République, en ne plus la considérer. Dans le même temps, il décide d'annexer les anciens amis de Mme Bachelot, les Républicains, de les souhaiter au gouvernement, ils y sont, en la personne de M. Darmanin et de M. Le Maire, et d'essayer de faire passer ces lois avec les Républicains. Du coup, il installe, non pas un face-à-face, mais un partenariat avec l'extrême droite. Vous en avez eu une preuve. M. Attal, qui essaye de créer un nouvel agenda du gouvernement. M. Attal, dont je rappelle, parce qu'il faut rappeler la généalogie de ces gens-là. Il y a 7 ans, il était socialiste. Eh bien, M. Attal, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Madame Le Pen, débattons des impôts ». Le seul débat est avec Madame Le Pen, avec l'extrême droite. Donc nous avons en effet un pouvoir qui installe l'extrême droite comme son partenaire légitime et qui, en brutalisant le pays, en allant jusqu'au bout de la violence des institutions de la Ve République, fait le lit, fait le jeu de l'extrême droite. Alors, il faut que tout le monde vous réponde. Il faut que tout le monde vous réponde. Antonin, puis Roselyne, il y a un droit de réponse pour Roselyne Bachelot, évidemment. Je trouve que vous avez vraiment une vision un peu schématique et effectivement manichéenne des choses. Le Rassemblement national, il prospère pas seulement depuis Emmanuel Macron, c'est-à-dire que vous faites d'Emmanuel Macron le principal aujourd'hui alimentant le Rassemblement national. La gauche, elle a perdu les terres ouvrières, elle a perdu les classes moyennes, elle a perdu sur des terres, le Nord, l'Est, où le Rassemblement national s'est implanté, où il a parlé à des gens de pouvoir d'achat, de quotidien, ce que la gauche ne faisait plus. Et d'une certaine façon, ce Rassemblement national-là, la gauche en est aussi l'aliment, et je dirais, est coupable d'avoir abandonné ces gens-là. Et aujourd'hui, au lieu, pendant la réforme des retraites, de parler droits sociaux, de parler âge de la retraite, au lieu d'avoir un discours audible et construit sur la retraite, qui est un sujet social et sociétal très important pour la gauche, on a Jean-Luc Mélenchon
qui appelle à l'insurrection. Contrairement à ce que vous dites au Parlement, les Insoumis n'ont pas du tout joué le jeu parlementaire. Les syndicats voulaient qu'ils votent l'article 7, ils ne l'ont pas fait. Donc, si vous voulez, c'est un peu trop facile de tout mettre sur Emmanuel Macron. Cette évolution de l'implantation du Rassemblement national, la gauche en est en partie responsable et coupable. Et aujourd'hui, elle ne se comporte pas comme une gauche qui souhaiterait reconquérir ces classes-là. Je ne suis pas Mélenchon, je ne suis pas la gauche. Non, mais... Je suis un journaliste. Vous dites c'est les médias et Macron. C'est plus compliqué que ça. Non, mais quelle est notre actualité? Elle ne s'appelle pas Jean-Luc Mélenchon, on est d'accord? Quel est notre actualité? Jamais, depuis des années, nous avons eu un mouvement syndical aussi unanime, aussi uni, aussi massif. Vous ne répondez pas à la question. Excusez-moi. Non, mais c'est hallucinant. Je vous pose une question sur l'abandon par la gauche de classes populaires et de territoires entiers où le Rassemblement national a fait monter des élus locaux et qui aujourd'hui se retrouvent à l'Assemblée nationale sur un scrutin majoritaire, 89 députés, ce qui n'est jamais arrivé. C'est pas Emmanuel Macron qui, en claquant des doigts, les a fait monter. Vous parliez d'histoire tout à l'heure, c'est une histoire, et vous êtes trop érudit pour ne pas le savoir, c'est une histoire qui ne date pas d'Emmanuel Macron. Je peux compléter la question et l'analyse d'Antonin en disant que ça a même commencé beaucoup plus tôt. Parce que dans mon parti politique, je sais comment la gauche et François Mitterrand ont instrumentalisé le Front National pour casser la droite. Et on a connu la stratégie mitterrandienne. Donc cette histoire de la montée du Rassemblement national, ex-Front National, à travers des manipulations successives, mal intentionnées, on recueille aujourd'hui des fruits qui ont été fait pousser, je sais pas comment. Oui, mais voilà. Et on paye une histoire d'instrumentalisation successive. Vous ne partagez pas cette analyse ? Je l'ai écrit probablement avant vous, quand j'ai contesté monsieur Laurent Fabius, qui disait Jean-Marie Le Pen pose les bonnes questions, et n'apporte pas les bonnes réponses. Oui. Vous savez que j'ai documenté tout ça en faisant mon premier livre en 1984 qui s'appelle L'effet Le Pen. Donc la responsabilité de la gauche de gouvernement à laquelle a participé M. Mélenchon, la responsabilité du mitterrandisme dont M. Mélenchon se réclame, dans l'ascension... C'est bien que vous le disiez ce soir, parce qu'on l'a oublié. Excusez-moi, oui, mais tous les Français n'ont pas les livres d'Edoui Plenel dans leur bibliothèque, donc on peut en reparler. Non, c'est pas ça. Vous n'êtes quand même pas le phare de la pensée de ce pays. C'est pas ça. Je remarque simplement l'âge... Nous sommes journalistes, je remarque l'agenda de l'interpellation de cette soirée. On commence sur les Black Blocs. On parle de votre livre, là. Non, il n'y a rien. La gauche n'est pas présente dans mon livre, je suis désolé. Ah oui, c'est bien le problème, d'ailleurs. C'est bien le problème. Mais c'est-à-dire que la gauche est totalement exempte de toute responsabilité dans l'état du pays aujourd'hui. C'est-à-dire que mon livre ne parle pas de ça. Il ne parle pas de monsieur. Le nom de Macron n'est même pas présent. Donc de quoi vous me parlez? Il parle du risque de retour aujourd'hui des fascistes dans le pays. Non. Il parle pas d'un risque. Parlons du livre. Excusez-moi, il parle... vous dites que le fascisme est... Mais non, il n'y a même pas le mot fascisme. Un petit peu quand même. Fascisation accélérée, c'est dans le livre. Fascisation accélérée, on l'a pas inventé. Vous citez des auteurs qui utilisent ce terme. De quoi il vous parle? réhabilitez des auteurs dont personne ne parle d'ailleurs. Il parle du journalisme. Il parle des intellectuels. Et puis de cette volonté d'interpellation. Et donc, j'en reviens. Je ne me dérobe pas sur la gauche. Je ne suis pas la gauche. Je suis journaliste qui documente y compris ce qui emmerde la gauche. Je crois avoir sorti plus d'informations dérangeantes pour la gauche que les personnes qui sont sur ce plateau. Nous sommes d'accord. J'ai fait un livre sur le vol du Congrès de Reims par Marty Daubry. Je sais, sur la Popole. Je vois très bien. Je parle d'affaires qui dérangent la gauche. Les affaires financières de la France insoumise, où est-ce que vous les avez trouvées? Sur Mediapart. Mais il y a Cahuzac sur Mediapart. Il y a l'investigateur puis il y a l'intellectuel. Donc, le problème, je ne suis pas là pour défendre une gauche qui est aussi comptable de ses divisions, de l'état du pays, etc. Je suis en train de vous dire que nous avons une présidence qui, à 2 reprises, a été élue pour faire barrage à l'extrême droite. La première reprise... ça se produit par un groupe d'extrême droite plus important que jamais,
avec un président qui ne donne pas de consigne véritable de front républicain pour empêcher cela. Vous le savez, le groupe d'extrême droite de 89 députés, il est produit par le fait que les gens du camp présidentiel, gens, je préfère Hitler plutôt que le Front populaire, n'ont pas joué le jeu du barrage. Non, vous avez tort, monsieur Plenel. Il y a un vote d'adhésion au Rassemblement national aujourd'hui. Si le Front républicain ne fonctionne pas, c'est parce que, effectivement, le vote Rassemblement national aujourd'hui est implanté. Vous accusez qui de préférer Hitler au Front populaire? Je parle de l'ampleur du score de l'extrême droite. Le RN a battu beaucoup de députés Renaissance. Deuxièmement, vous vous trompez, monsieur Plenel. C'est une erreur. Gagez que vous n'ayez pas raison sur tout, et en l'occurrence, je pense que vous trompez sur ce sujet. Je dis juste que nous avons une présidence qui devait faire barrage à l'extrême droite, et l'extrême droite est plus forte que jamais. C'est la responsabilité de ses opposants. C'est la responsabilité de la gauche. Notamment aussi la responsabilité de ses opposants. On va juste remettre les choses au clair. Et c'est le cœur de votre livre. Vous dites qu'il y a une responsabilité collective, notamment des médias. On va y venir. Mais juste une phrase que vous venez de prononcer. Qui accusez-vous de préférer Hitler au Front populaire? Mais vous avez eu beaucoup de gens qui ont dit s'il y a un second tour entre la gauche et l'extrême droite, je ne voterai pas pour la gauche. Vous l'avez entendu. Donc pour vous, Marine Le Pen, c'est Hitler. Mais qui dans la classe politique a dit ça? Dans le débat médiatique, dans le débat... oui, mais enfin... C'est pas une consigne présidentielle. Quand on porte une accusation pareille, il faut citer des noms. Non, mais c'était confusant pour les avocats. Éric Ciotti a dit, par exemple... Non, mais c'est pour essayer de comprendre, précisément. Qui a dit ça? Qui a laissé entendre ça? Quelqu'un qui est sur les plateaux. Par exemple, Raphaël Enthoven il dit qu'il a regretté après. Comment dire? Vous avez... Et notre débat le montre, vous avez un climat où on a l'impression que le danger du pays, c'est une gauche factueuse, dangereuse, menaçante, irresponsable, qui a perdu les classes populaires, alors que nous avons un débat public, c'est le propos de mon livre, qui est empuanti par l'idéologie qui fait le lit de l'extrême droite et avec un pouvoir qui n'y fait pas barrage. Qui n'y fait pas barrage intellectuellement, qui n'y fait pas barrage dans les thématiques. Mon livre raconte comment nous nous habituons à des mots. Alors, quels mots précisément? Grand remplacement, séparatisme, c'est même une loi, séparatisme. Grand remplacement, ce sont deux mots simples que nous acceptons de débattre. Ah non, nous combattons, on combat. Nous, tous les jours. Je suis le nous, il n'y a pas que vous. Non mais... Vous l'acceptez pas, ce grand remplacement, vous le combattez tous les jours, nous aussi. C'est un concept stupide et dangereux. C'est pas ça que je dis. C'est que je pense que on ne doit pas en débattre. On doit... Vous voulez de la censure? Je pense qu'on ne discute pas recettes de cuisine avec des anthropophages. C'est ça, vous citez ce truc-là. Mais alors dans ce cas-là, il faut aussi censurer ceux qui disent, par exemple, qu'il y a une mauvaise république ou que la police tue. On travaille tout, Edoui, dans la censure. Parce que votre livre est passionnant, il est très cultivé, il se lit très agréablement, très historique. Vous réveillez aussi des anciens appels à la vigilance qui sont très bien, mais il a deux défauts. D'abord, vous êtes, mais c'est aussi ce qui fait votre charme de combattant, excessif et parfois injuste. Vous êtes ainsi injuste avec le pauvre Johann Gottfried von Helder, que personne ne connaît, mais qui a inventé le Sturm und Drang allemand. C'est un nationaliste incontestable. Il combattait l'esprit des Lumières français. Vous en faites un peu le grand-père d'Hitler, si j'ose dire, c'est un peu beaucoup quand même, c'est un peu beaucoup. Mais bon, ça n'intéresse que nous. Vous êtes injuste avec Marcel Gauchet, Paul Lyonnais, Éric Conan. Je ne suis pas d'accord avec leurs idées politiques, mais je trouve qu'ils restent dans l'arc républicain. Mais surtout, au-delà d'être excessif et injuste, parce que c'est ça aussi les pamphlets, je trouve que vous êtes borgne, si j'ose dire, pour un livre consacré à l'extrême droite. C'est-à-dire que vous ne nous dites jamais qu'il y a, et j'aimerais vous l'entendre dire, un antisémitisme d'extrême gauche, un racisme d'extrême gauche, qu'il y a un antiracisme qui est devenu raciste parce qu'il a créé le privilège blanc, qu'il y a des anti-républicains d'extrême gauche parce qu'ils combattent eux aussi l'universalisme au nom de l'intersectionnalité. Et c'est là où vous me dérangez, parce que ce côté borgne vous amène finalement à dire faut censurer toutes les idées d'extrême droite, et puis trop à droite, et puis finalement à droite, et vous ne garderez que les vôtres. Et ça me fait peur. C'est ce que j'ai lu en filigrane de ce livre. C'est qu'au bout du bout, si on suit votre logique, on pourra débattre sur les plateaux de vos idées, avec vos amis et vos concepts. Le reste sera banni. Est-ce que j'ai été paranoïaque?
Ce qui nous fonde, c'est l'égalité des droits. C'est même ce qui a été proclamé avant qu'il y ait le droit de vote, avant qu'il y ait des droits sociaux, des droits démocratiques, des droits des femmes, des droits des discriminés. C'est le cœur de ce qui nous permet de continuer à avancer sur un chemin d'émancipation. Les droits des LGBT aujourd'hui, les droits, y compris les droits du vivant. Nous ne pouvons pas détruire le vivant au nom de notre puissance. Qu'est-ce que j'appelle l'extrême droite? Pour moi, c'est pas ce débat d'actualité partisane et politique. C'est le fait, est-ce que nous acceptons que dans notre pays, et nous, journalistes, dans l'espace médiatique, les idées qui détruisent la liberté, qui détruisent l'égalité, qui détruisent ce principe fondamental, après on est divers, après on n'est pas d'accord, après on discute, mais il y a un point, l'égalité naturelle. Et donc, l'idéologie de l'inégalité naturelle est-elle une idéologie comme les autres? Est-elle une idée comme les autres? Est-elle une idée dont on peut discuter tranquillement? Ma réponse, c'est non. Vous dites non. Et ma réponse n'est pas toute seule, puisque je réhabilite un appel lancé il y a 30 ans, en 93, avec des gens très raisonnables, Umberto Eco, Jean-Pierre Vernant, compagnon de la Libération et grand intellectuel, Michel Perrault, historienne du féminisme, Françoise Héritier, qui a beaucoup documenté tout cela, et bien d'autres, et Pierre Bourdieu, etc. Et donc tous ont dit quelque chose qui est évident quand on sort de notre pays. Ça s'appelle le cordon sanitaire dans tous les médias belges. Ça s'appelle la loi fondamentale allemande, que les idées de l'inégalité naturelle, les idées qui disent qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des apparences supérieures à d'autres, des croyances supérieures à d'autres, des sexes ou des genres supérieurs à d'autres, les idées qui font le terreau de toutes les haines, de tous les racismes, de l'antisémitisme, de l'islamophobie, de la LGTB-phobie et ainsi de suite, eh bien, ces idées-là ne sont pas des idées comme les autres que nous pourrions accepter dans l'espace public. Et nous sommes quand même des journalistes. Nous avons produit un journaliste, tête de gondole du service public le samedi soir, éditorialiste du journal de référence du quotidien de droite, qui a été le publiciste de ces deux mots simples, le grand remplacement, qui est une idéologie meurtrière, et qui dit qu'il y a une... Parce que sinon, il a dit pas abominable à la présidentielle. Mais je ne vous parle pas de son score, je vous parle de la diffusion de ses idées. Mediapart documente la haine ordinaire. Je veux bien que vous ne la voyez pas. Les actes qui sont commis au nom de tout cela. Il faut discuter notamment d'Éric Zemmour et du grand remplacement. Le grand remplacement, après des mois et des mois de campagne électorale, après des mois de débats, pendant lesquels, effectivement, il y a eu des affrontements entre Éric Zemmour et un certain nombre de ses adversaires, pendant des mois d'interviews, pendant lesquels on a effectivement expliqué, comme le disait tout à l'heure Christophe Barbier, que le grand remplacement était un fantasme, que factuellement, ça ne tenait pas, ça n'existait pas. À la fin, Éric Zemmour fait 7%. Ouais. Le grand remplacement, c'est 7%. Ouais. Vous dites, il y a une particularité française. Mais que faites-vous de ce qui se passe en Italie? Que faites-vous de ce qui se passe dans les pays du Nord, notamment, où des partis de droite s'allient avec l'extrême droite? Ce que l'on vit là, en France, on n'est pas les seuls à le vivre, d'une part. Et d'autre part, vous dites vous-même, dans ce livre, d'une certaine manière, que quoi qu'on fasse, ces idées-là ne disparaîtront pas. Elles sont là, et la démocratie, ça c'est moi qui l'ajoute, doit vivre avec et doit les combattre en permanence. Ce que je dis dans le livre, c'est que ces idées existeront toujours à la marge, avec parfois des intellectuels, même des gens avec talent. J'étais hier à Chambéry, c'est la ville de Joseph de Maistre, et c'est le premier intellectuel contre-révolutionnaire, théoricien de l'inégalité naturelle, homme politique savoyard avant que la Savoie soit française. Il y aura toujours ça, et ce sera, y compris dans le café du commerce, des gens qui expliqueront ces préjugés.
la question que je nous pose et qui, à la différence de ce que vous venez de dire, est spécifique au débat public français, est spécifique à l'existence quand même, avec un milliardaire derrière, de chaînes d'opinion qui sont des chaînes racistes, des chaînes de violence profonde. Je parle évidemment des chaînes du groupe Bolloré. Eh bien, ce qui est spécifique à la France, c'est que ces idées ont pignon sur rue et micro ouvert. Mon problème n'est pas le score. Mon problème n'est pas le score électoral de Éric Zemmour. Je le documente dans le livre. Les catastrophes, elles n'arrivent pas soudainement, elles n'arrivent pas brutalement. Le fascisme italien est arrivé par les urnes en 1922. Le nazisme hitlérien est arrivé par les urnes. Les urnes, c'est un peu la marche sur Rome. Est-ce que je peux poser une question concrète ? Je termine juste ma phrase. Et donc, ils sont arrivés comment ? Dans un climat où des mots se sont banalisés, où des expressions se sont banalisées, où des idéologies... Les idées, ça Alors, est-ce que je peux poser une question très concrète à partir de votre livre ? Quelle doit être l'attitude d'un média ? Est-ce que il y a la possibilité de recevoir, même sur les médias, sur nos médias, ces personnes dont les idées sont contestables, sont contestées ? Et comment voyez-vous, par exemple, le rôle de l'Arcom ? Est-ce qu'il faut interdire? J'essaie d'être très concrète. Vous avez raison, ce sont des élus, parce que nous, si on leur donne pas la parole, l'Arcom nous rappelle qu'elle fait des comptabilités minute par minute et nous dit comment machin a du retard. Comment ils vont faire? Tous les gens dont j'ai parlé là, ce ne sont pas des élus, ce ne sont pas des représentants politiques. Je parle du débat médiatique. Je parle du débat public. Est-ce que c'est pas la meilleure façon aussi d'être en phase 2 et d'avoir un contre-discours? Justement, je crois que justement, si vous voulez, si vous faites rentrer des le loup dans la bergerie. Oui, c'est-à-dire, vous savez, il y a eu c'est toute une réflexion d'un intellectuel qui a été à l'origine de la loi fondamentale allemande. La loi fondamentale allemande a réfléchi à l'effondrement de la République de Weimar, qui a permis le nazisme. Et donc, la loi fondamentale, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de la tolérance. Nous sommes tolérants. La démocratie, c'est un régime de liberté, de libre expression. Mais je vais être très concret. Mais je vous dis d'abord le préambule. Et donc, dans cette libre expression, ça veut dire qu'il y a une limite. Il y a une limite qui est que nous ne pouvons pas laisser s'ébattre librement des idées intolérantes. Et en conséquence, le débat sur l'Arcom, il concerne le fait qu'il y ait des chaînes de radio et de télévision en accès libre qui soient des chaînes d'opinion. Eh bien ça, pour moi, ça ne devrait pas être possible dans une société démocratique. Comme je le dis en faisant peur, au nom de la liberté de dire, de tout dire, y compris le pire et y compris l'abject, au nom de cette liberté d'opinion générale, de donner en accès sur ma radio, sur ma télévision, pas acheter en ligne ou acheter dans un kiosque. J'ouvre ma radio, j'ouvre ma télévision et j'entends des horreurs. Mais ces chaînes sont surveillées par la justice. Mais s'il y a des propos qui sortent du rail légal, elles ont des amendes. Il y a des amendes. Elles ont des amendes, mais elles diffusent le pire. Les chaînes du groupe Bolloré sont impensables en Allemagne, sont impensables en Belgique et sont impensables dans des régulations démocratiques. Si vous nous laissons faire cela, nous aurons demain, au nom de la liberté de dire, je raconte cela dans mon livre, eh bien Radio Mille Collines. Radio Mille Collines, c'est créé au nom de la liberté de dire, de la liberté d'opinion. Et comment arrive la catastrophe? Comment des gens arrivent tout, là, mais je ne mélange pas. Mais non, vous mélangez tout. Le contexte du Rwanda. Mais comment le Rwanda? Ça n'a rien à voir avec le pays dans lequel on vit, la démocratie. Mais pourquoi ça n'a rien à voir? Comment l'horreur arrive? Comment la barbarie arrive dans la civilisation? Vous ne vous êtes jamais posé la question? Par les médias. Vous pensez que c'est par les médias? Par les idées, par les mots, bien sûr. C'est tout le propos de mon livre. C'est tout le propos de mon livre. J'ai une question. Et c'est le propos de Gramsci. Bien sûr. Voilà. Heureusement que j'ai une complice. Je comprends cela. C'est par ces mots-là que ça arrive. J'ai une question pour vous, justement, parce que vous parlez beaucoup des médias, la responsabilité des médias. Et moi, je vais y revenir, je suis désolé, mais il y a aussi une responsabilité de la gauche. On parlait de Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon, il a brisé un tabou à gauche. C'est-à-dire qu'il n'a plus mis l'antiracisme en tête de ses priorités. Il a mis en tête de ses priorités
d'une certaine façon, le protectionnisme, l'antilibéralisme, une forme de populisme qui dresse d'une certaine façon une passerelle avec le Rassemblement national. Et d'ailleurs, on voit une porosité entre les deux électorats. Et ça, c'est une vraie trahison des idéaux de gauche. Et par ailleurs, j'aimerais vous entendre sur l'ambiguïté de cette gauche dont vous dites l'égalité, c'est absolument le point cardinal de notre société, de notre démocratie. Que pensez-vous de cette gauche qui a tant de mal à dénoncer et à soutenir les femmes iraniennes aujourd'hui qui se battent pour enlever le voile parce que c'est justement un principe, un sujet d'oppression pour elles et que ça va à l'encontre de l'égalité. Qu'est-ce que vous pensez de cette gauche-là? Parce que vous êtes très prompt à dénoncer les médias, mais je trouve que vous n'êtes pas assez sévère avec cette partie-là. Vous étiez en janvier au 104 dans le 19e arrondissement? Non, je n'y étais pas. Le seul meeting politique de solidarité avec la révolution iranienne où l'ensemble de la diversité de l'exil iranien est intervenu, et vous trouverez la vidéo sur Mediapart. C'est Mediapart qui l'a organisé. Mediapart est totalement aux côtés. Encore une fois, mais bien sûr, vous êtes la gauche, vous êtes monsieur, je ne suis pas la gauche. Je suis un journaliste. Je vous demande votre avis de journaliste éclairé sur ce sujet-là. Je ne suis pas la gauche. Vous poserez toutes les questions que vous voulez à la gauche. Je ne suis pas la gauche. Mais comment nous ne critiquons pas la gauche? Ça nourrit l'exclusion, ça nourrit. Qu'est-ce qui nourrit l'exclusion? Le fait d'être ambigu sur ces sujets-là. Et une partie de la gauche l'est. Mais écoutez, j'ai fait un livre qui s'appelle L'épreuve et la contre-épreuve sur l'Ukraine. Non, mais sur l'Ukraine. Qui est-ce qui est critiqué dans ce livre? Mélenchon sur la Syrie. Mélenchon sur l'Ukraine. Mais on parle pas de vous, je le fais. Donc je vous réponds. Sur son ambiguïté à l'endroit de ces sujets-là. Sur quelle ambiguïté? L'ambiguïté de Jean-Luc Mélenchon, et on l'a vu notamment pendant la campagne de 2012, il avait beaucoup de mal à parler des migrants et à dire une position de gauche, c'est-à-dire sur l'accueil des migrants et sur l'idée que ça n'était pas une menace. Il ne l'a jamais formulé de cette façon-là pendant la campagne de 2012. Et d'une certaine façon... Qu'est-ce qui n'est pas une menace? Les migrants. Les migrants ne sont pas une menace. C'est un discours d'extrême droite, c'est-à-dire la peur de l'étranger, la peur de l'autre, et le renoncement à la tradition d'accueil de la France, ce qui est une vertu cardinale de la gauche. Jean-Luc Mélenchon a été très ambigu pendant la campagne de 2012 sur ces sujets-là, d'une certaine façon parce que il voyait bien que c'était un sujet sensible dans la société et qu'il allait chercher des électeurs du Rassemblement national. Il a bougé depuis 2017, en 2017. Oui, mais le mal est fait, Monsieur Plenel. Non, mais vous lui poserez la question sur son... Je vais vous poser une question. Moi, ma constante a été la dénonciation de ce que j'ai appelé les nationaux républicains. Le Mélenchon de 2012, avec M. Kuzmanovic qui l'a quitté et d'autres, a flirté avec ce nationalisme, ce repli, ce refus du souci du monde et des autres, ce qui explique son aveuglement sur l'Ukraine, son aveuglement sur la Syrie. Je suis d'une constance totale là-dessus. Pourquoi je donne l'impression de me dérober? C'est que dans votre agenda, au lieu de simplement discuter de qu'est-ce que fait Mediapart, je suis Mediapart. Je suis désolé, je ne suis pas autre chose que Mediapart. C'est l'accomplissement de ma vie. Un journal indépendant au service de l'intérêt public et qui ne se contente pas de faire du blablabla d'opinion, qui tous les jours apporte des infos que vous ne trouverez pas ailleurs. Je viens ici raconter comment, à partir de l'expérience de ce journal, nous sommes inquiets. C'est un livre d'inquiétude. Et je viens interpeller notre monde, votre monde, car je ne suis pas sur des chaînes d'infos en continu tous les soirs, sur le fait que pendant que vous êtes obsédés par les violences policières, Mélenchon, le bilan, je prends les questions que vous m'avez posées et je prends les questions que vous m'avez posées. Eh bien, je viens vous dire, pendant ce temps-là, il y a des choses que vous ne voulez pas voir. Mercredi prochain, je vous y invite. C'est à la salle Olympe de Gouges, grande féministe, dans le 11e arrondissement. Guillotiné quand même. Bien sûr. Et nous sommes de son côté. Et nous sommes de son côté, comme nous sommes avec Toussaint Louverture. Eh bien, nous faisons, Mediapart, une réunion publique sur la haine ordinaire. Alors, la haine ordinaire. Qu'est-ce que c'est la haine ordinaire? Les mots dont nous parlons. Et c'est pas Mélenchon le sujet. C'est qu'aujourd'hui, à Calac, sur les migrants, et ailleurs, dans plein d'endroits, il y a tous les jours des violences qui concernent les personnes qui sont concernées par ces mots. Vous connaissez le chiffre, il est documenté. Vous savez que chaque année, plus d'1 million de Français qui vivent en France
sont victimes d'actes racistes. Plus d'1 million. Et j'ajoute juste une chose, cette haine ordinaire, elle est au cœur du sujet que je suis venu expliquer ce soir. Et c'est aussi au cœur d'une nouvelle collection, je le dis tout de suite, nouvelle collection que lance Mediapart. Il y a un premier livre qui s'appelle Vendredi au seuil. La haine ordinaire des vies percutées par le racisme. Donc le sujet, là, est un sujet transcourant. Quand je parle de l'égalité des droits, je parle du Conseil national de la résistance, des gaullistes aux communistes. Quand je parle de ça, je ne parle pas de la popole et de est-ce que Mélenchon fait quelque chose comme ci et comme ça. Je parle du sursaut dont a besoin ce pays, justement, des causes communes de l'égalité. Le sursaut. Je voudrais vous poser une question sur si votre vision l'emportait et si en effet les paroles intolérantes n'étaient plus autorisées dans le débat public. Je remarque au passage votre soutien à Toussaint Louverture, qui était propriétaire d'esclaves dans sa jeunesse, mais c'est un autre sujet. Cette lutte contre l'intolérance qui interdirait l'expression de la parole intolérante, elle aurait pu, hier, empêcher Tariq Ramadan de s'exprimer, et aujourd'hui, empêcher ceux qui nous disent que le mâle blanc est forcément mauvais de s'exprimer. Mais est-ce que ce n'est pas déjà un combat d'arrière-garde? Parce que ces gens de la haine que vous combattez, ils ont peut-être plus besoin des médias. Ils ont leurs médias, les réseaux sociaux, ils peuvent créer une chaîne comme ça sur n'importe quel réseau social. Est-ce que c'est pas déjà trop tard? Je ne vous parle pas encore une fois, du café du commerce, du préjugé courant, de la haine ordinaire. Oui, mais les réseaux sociaux, c'est pas le café du commerce, c'est des millions de gens. De gens diplômés comme vous, bien sûr, portant bien la cravate, étant propres sur eux, étant à l'université, étant des intellectuels qui sont académiciens, y compris l'Académie française est très présente dans mon livre, et qui diffusent des... Mais s'ils sont plus sur les plateaux, ils seront sur les réseaux sociaux, ils seront sur Twitter comme Trump. Pas ça. Je vous parle de la légitimation. Encore une fois, ce pouvoir a mis à l'ordre du jour qu'il faut se souvenir du centenaire de la mort de Barrès. Barrès, La Terre et les morts, qui dit que Dreyfus est coupable, je le tiens de sa race. Sa race, oui. Nous sommes dans un pays où c'est arrivé par les mots aussi. C'est arrivé par des gens, encore une fois, très propres, très bien sur eux, qui fréquentaient, comme on fréquente dans les milieux parisiens, journalistiques, éditorialistes. Je vais vous prendre un exemple. Ce bonhomme qui s'appelait Édouard Drummond, c'est l'inventeur de l'antisémitisme moderne. C'est pas une histoire allemande, c'est une histoire française. Il fréquentait tout le monde, y compris Zola, qui un jour va dire toutes ces horreurs, c'est pas possible, et du coup va se réveiller et va prendre la défense du capitaine Dreyfus. Il publie La France juive, le premier manifeste de l'antisémitisme moderne, avant le célèbre faux tsariste du protocole des sages de Sion. Et si vous aviez été voir Monsieur Drummond, en lui disant, vous savez, cher ami, tout ce que vous écrivez là, c'est terrible, hein, ça va provoquer dans des montagnes de cadavres. Vous êtes en train de diaboliser une population, une identité, une origine, comme quelque chose qui est extérieur au pays. C'est ça le grand remplacement. Hein. C'est de dire qu'il y a des gens dans notre pays qu'il faut chasser, qu'il faut faire partir, qu'il faut rendre invisibles, et s'ils ne veulent pas... Est-ce que je peux poser à nouveau une question concrète? Je termine sur Drummond. Et si vous aviez été voir... On n'est pas les complices de Drummond, mais non, quand même. C'est pas de vous dont je parle. Je vous parle, mais je vous dis, si vous aviez été voir Drummond et vous lui avez dit, c'est terrible ce que vous faites là. Drummond dit, mes chers amis, je ne fais qu'exprimer une opinion. Mais on l'aurait combattu. Vous pouvez la contester d'ailleurs. Vous pouvez la combattre, mon opinion. D'ailleurs, mon journal, aurait dit Drummond, qui s'appelle comment? La libre parole, sous-titré La France aux Français. Et donc, ce que je vous dis en clair, c'est qu'une démocratie, pour se protéger, ne peut pas accepter une liberté d'opinion infinie pour des opinions antidémocratiques. On a eu tort, par exemple, de parler du livre redécouvert de Céline Guerre. On n'aurait pas dû, sur un plateau de télévision, en parler. Non, je vous parle de l'expression politique et intellectuelle. Ben oui, moi aussi. On arrive au débat, un débat qui nous rappelle... Mais parce que c'est une question que je me pose aussi à moi-même. Qui nous rappelle MeToo. Faut-il dissocier l'homme de l'œuvre? Vous parlez de Barrès. La commémoration de Barrès cette année, c'était pour le démonter, pour le dénoncer, pour faire des colloques d'universitaires, pas pour lui faire des statues glorieuses. Ce que je veux dire, encore une fois, mais pour moi, ça me paraissait une évidence, c'est que nous avions un fond commun, qui est que ces idées-là
elles doivent être à la marge, elles doivent être à côté, et elles n'ont pas pignon sur rue, pas plateau ouvert, et encore moins un milliardaire qui s'offre des médias de propagande, qui diffuse ces idées-là. Pour revenir là-dessus, une dernière chose, de là à dresser un pont, un parallèle, je ne sais pas comment dire ça, entre ce qui se passe sur ces chaînes de milliardaires, comme vous dites, pour M. Bolloré avec CNews, et ce qui a pu se passer au Rwanda avec la radio des 1000 collines, je me mets à la place de ceux qui bossent tous les jours chez CNews, c'est absolument insupportable qu'il y ait eu ce parallèle dans cette interview. Et je voulais vous le dire, on arrive au bout. Mais la question, c'est comment ça arrive. Comment la barbarie arrive à la civilisation. Et il faut regarder ça. Nous avons les barrages chez nous, qui n'avaient pas au Rwanda. Il m'a dit qu'il y a peu de temps, donc je réponds. Vous dites, vous avez les barrages, regardez le bilan et regardez l'état du pays. Et donc, comment ça arrive? Vous vous souvenez de cette scène de la cruauté sur CNews? Christine Kelly, qui est de mon pays d'enfance, qui a été fait 2 mandats au CSA. Et nous avons ce monsieur Zemmour qui dit, ils sont tous criminels. Ils sont tous ceux qui sont arabes, qui sont noirs, ils sont tous. Pas tous, Eric, si, ils sont tous. C'est les migrants, oui. Ils sont tous les migrants. Qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit, c'est un appel à l'exclusion, c'est un appel à l'effacement. Et la justice est passée derrière. Bien sûr, la justice est passée derrière. Mais depuis, ces opinions-là sont toujours là, et ces invitations sont là, et ces médias sont là. L'appel à la vigilance, c'est aux éditions de La Découverte. Merci d'avoir été avec nous pendant 1 heure, Edoui Plenel, ce soir sur BFM TV. Merci à mes camarades, merci à vous.